Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Où placer notre argent une fois que notre entreprise a fonctionné? On vous a retrouvé pour que vous nous expliquiez comment ça marche, mon cher Thomas, au programme aujourd'hui. Oui, Jean-Marie, on va parler du marché de l'immobilier. On va se poser la question de savoir s'il est en train de repartir. On va également s'intéresser à l'épargne des Français avec Joseph Chouefati, cofondateur de Goodvest, société proposant des solutions d'investissement engagées dans l'environnement. Et on terminera la matinale avec Guy Marty, notre expert en gestion de patrimoine, qui va nous expliquer le mot crise. Et tout de suite, on commence. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Un conseil qui porte sur la reprise de l'immobilier. Après 2 années difficiles, mon cher Thomas, qu'est-ce qui montre que le marché immobilier repart enfin d'après vous? Le marché a connu 2 années très compliquées avec une baisse constante des transactions. En août 2023, on est même tombé à 756 000 ventes sur une période de 12 mois. Mais depuis, les choses commencent à se stabiliser. On prévoit même que le nombre de transactions atteindra 771 000 d'ici la fin de l'année. Ce n'est pas quand même le 1 200 000 transactions de 2021. En plus, on constate que les propriétaires acceptent enfin de baisser leur prix dans certaines villes, ce qui faciliterait donc la reprise des ventes. Bon, alors voilà qui est encourageant. Qu'en est-il du pouvoir d'achat immobilier des ménages qui a été impacté, comme tout le pouvoir d'achat d'ailleurs, par la hausse des taux d'intérêt ces dernières années? Oui, c'est vrai, Jean-Marie, que la hausse des taux a fortement pesé sur le pouvoir d'achat immobilier. Entre janvier 2022 et janvier 2024, les ménages ont perdu environ 11 mètres carrés de surface qu'ils pouvaient s'offrir. Mais il y a une petite reprise depuis le début de l'année 2024 avec un gain de 4 mètres carrés. Ça reste loin des niveaux d'avant-crise, mais la tendance est quand même encourageante. Alors la Banque Centrale Européenne vient d'abaisser pour la 2e fois en 3 mois ses taux. Cette baisse va apaiser la tension sur le crédit immobilier. Bon, est-ce qu'on peut s'attendre à une amélioration encore plus importante pour les acheteurs dans les prochains mois? Probablement, si les taux d'intérêt continuent de baisser et si on ajoute une légère hausse des revenus à une stabilisation, voire une petite baisse des prix, les acheteurs pourraient gagner jusqu'à 7 mètres carrés supplémentaires d'ici 2025. Cela pourrait créer un véritable point de bascule pour le marché avec un effet d'entraînement sur la demande, surtout au printemps, qui est traditionnellement une période forte pour l'immobilier. C'est pour cela qu'on anticipe une reprise progressive avec des prix qui pourraient remonter d'environ 2% en 2025, mais tout en restant abordables pour les acheteurs. Donc si je vous suis, en dépit de la sinistrose ambiante, vous nous dites, Thomas, que c'est le bon moment pour commencer à envisager son projet immobilier? Oui, tout à fait. On est probablement au plus bas en termes de prix et même si les taux d'intérêt sont encore élevés, et ils vont tendre à baisser, il pourrait diminuer encore un peu plus l'année prochaine. Donc c'est le moment de s'intéresser pour acheter, surtout si vous pouvez renégocier votre crédit plus tard quand les taux seront encore plus favorables. Cette conjoncture fait que la période qui s'ouvre à nous devient stratégique pour les acheteurs qui souhaitent se lancer dans l'immobilier. Écoutez, c'est déjà ça, bonne nouvelle, tiens, pour ce dimanche. Allez, tout de suite, on accueille votre invité. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Thomas, nous sommes avec votre invité, Joseph Chouefati, cofondateur de Goodvest, société qui propose des solutions d'investissement engagées pour l'environnement. Bienvenue à vous, Joseph Chouefati, sur Sud Radio. Merci beaucoup. La situation est complexe. Un nouveau gouvernement va devoir boucler un budget que certains annoncent comme le plus compliqué de la Ve République. La Commission européenne attend avec impatience notre copie et pendant ce temps-là, et du coup, peut-être c'est une conséquence, les Français continuent d'épargner. Donc il y a une forme de sinistrose, une peur, donc on épargne. C'est bien ça la conséquence? Voilà, c'est une habitude des Français. Les Français ont toujours été parmi les champions de l'épargne et continuent d'épargner massivement. Il y a une instabilité politique en France, il y a les élections américaines qui arrivent et donc on continue d'épargner. Il y a aussi le fait que, on va en reparler, mais les rendements des produits d'épargne sécurisés, parce que les Français adorent la sécurité, continuent à être très attractifs et même deviennent positifs par rapport à l'inflation pour ce qui est du livret A. Avec l'inflation qui baisse, c'est le taux du livret A qui reste à 3% pour l'instant. Suite à l'inflation qu'on a connue, les Français ont peur d'une nouvelle vague inflationniste. Est-ce que c'est ce qui les pousse également à épargner plus? On l'a vu d'ailleurs que cette vague d'épargne s'est développée depuis la Covid globalement. Vous confirmez tout ça? Tout à fait. Ils vont probablement continuer à épargner parce que les rendements restent intéressants sur les produits à capital garanti. On a toujours de l'inquiétude et là en fait on a une inflation qui commence déjà à se baisser. Donc la capacité d'épargne elle devrait pas être significativement altérée et elle devrait continuer à être bonne. Ce qui va peut-être changer, c'est quand on va avoir cet effet de baisse des taux qui va finalement impacter les produits à capital garanti, comme par exemple le livret A, les fonds euros, qui jusqu'à présent bénéficiaient vraiment des taux boostés
des assureurs qui faisaient donc des périodes un peu promotionnelles pour encourager les Français à revenir massivement sur les fonds en euros. Alors soyons concrets, hein. On voit que le taux d'épargne est passé de 17,6% au premier trimestre à 17,9% au deuxième trimestre. Comment voyez-vous cette fin d'année se profiler ? Pour l'instant, sur la même tendance, ce qui va continuer à bien collecter, c'est le livret A, qui a d'ailleurs battu un record d'encours à 427 milliards d'euros. Si on ajoute le LDDS, donc le livret de développement durable et solidaire, à 582 milliards d'euros. Donc très forte collecte, 1,57 milliard en juillet. Et également les assurances vie, toujours le produit d'épargne favori des Français, qui a fait une collecte record, plus de 16 milliards au premier semestre, donc bien plus que l'année dernière. Mais on voit qu'il y a quand même un retour un petit peu vers la volonté d'avoir un meilleur rendement. Peut-être que les Français anticipent le fait que ces produits à capital garanti vont avoir une baisse de rendement l'année prochaine. Alors justement, je vous interromps, c'est effectivement les placements auxquels vous faites référence, c'est des placements dits de bons pères de famille, on ne prend pas de risque. Bon, évidemment, comme on ne prend pas de risque, les rendements sont limités. Du coup, ce n'est pas forcément les mêmes placements. J'imagine qu'il faut diversifier dans ces conditions. Complètement, il faut diversifier, il faut se poser un certain nombre de questions. Quel est mon horizon d'investissement ? Si j'ai un horizon qui est court, évidemment, il faut aller vers les produits à capital garanti comme les livrets A, les fonds euros, qui est la partie à capital garanti des assurances vie et des plans d'épargne retraite. Oui, pardon, c'est aussi parce que c'est une épargne disponible en soi. C'est une épargne disponible, pour le rappeler. Et on ne prend pas de risque. Si on a un horizon d'investissement qui est plus long, là, si on est un vrai bon père de famille, il faut aller chercher à valoriser son capital et à gagner plus que l'inflation. Et donc, il faut diversifier et investir progressivement dans des actifs qui certes comportent des risques, mais qui sont vraiment dilués sur la durée et qui permettent de gagner plus que l'inflation. Alors c'est là où on va s'intéresser un peu à ce que vous proposez, parce qu'il y a des solutions d'investissement engagées pour l'environnement. C'est ce que vous présentez, vous, chez Goodvest. C'est quoi un investissement engagé pour l'environnement ? Parce que ça peut tout dire et rien dire à nos auditeurs. Je vous laisse peut-être nous expliquer justement. On a l'impression parfois que l'investissement c'est une boîte noire et on ne sait pas forcément ce qu'il finance, mais il va financer des activités économiques. Il peut financer à la fois du ferroviaire, mais il peut aussi financer de l'aérien, du développement de l'industrie pétrolière. Et donc, ce sur quoi on travaille chez Goodvest, c'est de permettre aux épargnants de gagner, de faire travailler leur épargne, et donc d'avoir un impact positif sur leur épargne, mais également un impact positif sur l'environnement, parce qu'on épargne pour notre futur, pour nos enfants, pour notre retraite. Donc c'est dommage de dégrader les conditions dans lesquelles on va vivre dans le futur. Et donc chez Goodvest, on leur permet d'investir en excluant les secteurs néfastes et en étant toujours alignés avec l'accord de Paris, dont l'objectif c'est de ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement climatique. Donc vous êtes éco-responsable, si on peut le dire autrement ? On peut dire ça comme ça. Bon, alors moi j'ai lu que vous sélectionnez avec dureté, si je peux le dire ainsi, vos placements. Vous avez une forme de logiciel de démarche qui dit que vous avez étudié 400 fonds en 2023, et sur ces 400 fonds, vous n'en avez retenu que 2. Bon, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y en a 398 qui ne sont pas valables selon vos critères ou pas valables tout court déjà ? Effectivement, selon nos critères, on a une méthodologie qui est drastique et qui va éliminer tous les fonds qui vont investir, par exemple, dans les énergies fossiles. Ça va éliminer une grande majorité des fonds, y compris des fonds éco-responsables, parce qu'on va en reparler, mais il y a du greenwashing en finance. Et donc, on élimine ces fonds-là, on vérifie l'empreinte carbone. Depuis le début de l'année, on regarde même l'impact sur la biodiversité, parce que l'environnement, c'est pas que le climat, c'est aussi la biodiversité, la faune et la flore. Et donc, c'est pour ça qu'à la fin, on arrive avec le plus vert du plus vert, et donc une analyse qui est bien réduite. Alors, moi, j'ai une question que je me pose, et ça sera probablement la dernière que je vais vous poser ce matin. Épargner de manière verte et durable, c'est ce que vous êtes en train de revendiquer, de faire. Est-ce une bonne action, du coup, mais qui fait renoncer au rendement ? Parce qu'on peut se dire, c'est bien, on est dans la mouvance, mais en revanche, ça donne quoi finalement dans mon portefeuille ? Là, il y a une idée reçue comme quoi ça pourrait rapporter moins, mais en fait non, il y a beaucoup de choses qui l'expliquent. Il y a des politiques aux États-Unis, en Europe, qui vont pousser les entreprises qui sont dans la transition écologique, des aides, les consommateurs qui sont de plus en plus attentifs vers le greenwashing. Et donc en fait non, la performance n'est pas réduite. Elle est au rendez-vous. Elle est au rendez-vous et par exemple, pour vous donner un chiffre, depuis le début de l'année, à fin août, on est à plus de 6% sur le profil le plus risqué. Donc non, on ne dégrade pas la performance en investissant en vert, surtout sur le long terme. Merci à vous. Et je rappelle d'ailleurs que vous êtes le cofondateur de Goodvest. Merci à vous. Tout de suite, on explique quelque chose.
Sud Radio, Osez investir, le coin de On a l'expert. retrouvé notre oncle Picsou à nous, Guy Marty, bienvenue. On est ravis de vous retrouver, mon cher Guy Marty. Vous êtes notre consultant en gestion de patrimoine et le fondateur de pierrepapier.fr. Oui, c'est la rentrée pour vous, Guy, avec nous ce matin. Et certains sujets, d'ailleurs, qui ont traversé également l'été. Alors, par exemple, on parle toujours de crise du logement, sans bien savoir pourquoi et comment elle va se résoudre. Qu'est-ce que cela vous inspire ce beau matin? Surtout que les mots sont toujours étonnants parce que la crise du logement, c'est que les prix, les loyers sont chers. Une crise boursière, c'est que les prix s'effondrent. Alors, c'est un mot qu'on utilise souvent. Pourtant, pourquoi? Ben oui, mais on l'utilise à chaque fois avec un sens différent. Par exemple, quand on parle de crise économique, ça veut dire que les gens vont souffrir, sauf les économistes. Il faut attendre la dépression pour que les économistes soient licenciés eux aussi. C'est vrai. Bon, plus sérieusement, employer le mot crise aujourd'hui, ça veut dire, un, que ça va pas très bien, que ça va mal, et deux, surtout, qu'on ne sait plus où l'on va. Et en fait, historiquement, dans la langue française, le mot crise désignait le point culminant d'une maladie. On va s'en sortir ou pas. Et peu à peu, c'est devenu le point culminant d'un roman, d'un procès, etc. Et puis maintenant, c'est devenu un moment difficile. Et donc, on parle de crise du logement, du coup. Oui, car on met l'attention sur l'équation sociale. C'est-à-dire que si on regarde les placements, comme dans cette émission, le logement s'est très bien porté. En revanche, les loyers sont chers, parfois beaucoup trop chers pour pas mal de familles en France. Et ça, c'est une atteinte au niveau de vie, c'est un échec économique. Donc on peut espérer un dénouement quand même positif dans tout ça? Alors pour cela, mon cher Thomas, il faudrait revenir à l'étymologie du mot crise. Allons-y. En fait, krusos, en grec, ça voulait dire décision, jugement. Quand on ne décide pas, on se prépare des difficultés. Et c'est ce qui est passé en France. Les gouvernements, depuis pas mal de gouvernements, n'ont jamais décidé pour le logement. D'où la crise du logement. Et d'où la crise des gouvernements d'ailleurs. On en aura de plus en plus. On verra s'il change de politique. Merci, mon cher Guy Marty. Pierrepapier.fr pour retrouver toutes vos analyses. Merci à vous, Thomas Binet. On vous retrouve dimanche prochain sur Sud Radio avec plaisir. Avec grand plaisir.